Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est décédé le 7 mai dernier, a été inhumé hier à Séguéla. L'inhumation a été faite à la suite d'obsèques et d'un moment de prière à la mosquée. Le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités ont fait le déplacement pour cet ultime adieu. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, en partenariat avec le système des Nations Unies, a initié une rencontre de partage d'expériences, de recueil de contributions et de leçons apprises sur la cohésion sociale dans notre pays. L'objectif est de faire des propositions pour améliorer la nouvelle stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale. 60% des terres ivoiriennes sont dégradées selon des experts du domaine. Pour apporter des solutions durables au programme de restauration des sols, une signature d'un mémorandum d'entente entre la Côte d'Ivoire et une agence française de notation pour la gestion des sols a eu lieu hier sur le site de la COP15 à Cocody. Le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, déjà considéré comme le dirigeant de facto des Émirats arabes unis, a succédé à son demi-frère Khalifa Ben Zayed, décédé ce vendredi 13 mai. Il a été élu aujourd'hui président de la fédération. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Quand l'art et le social font bon ménage, on évoque les retombées. La page culture de ce samedi est aux couleurs du FEMIA, le festival des musiques urbaines d'Anoumambo, organisé par le groupe Magic System. Le FEMIA 14 a démarré le 10 mai dernier et il se tient à cheval entre Abidjan et San Pedro. L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes constituent le menu principal. Le festival, cette année, a une coloration rumba. La RDC de l'artiste Papa Wemba est le pays invité d'honneur. Eh bien, à la veille de la clôture du FEMIA 14, nous recevons son commissaire général, Assalfo, leader du groupe ivoirien Magic System, pour faire le bilan et évoquer les retombées du FEMIA 14. Bonsoir, Assalfo. Bonsoir, Marie-Laure. Heureuse de vous retrouver pour parler. Moi aussi, du FEMIA. Eh bien, à quelques heures de la clôture de ce grand festival, le FEMIA 14, quel sentiment vous anime en tant que commissaire général quand vous faites la comparaison entre le FEMIA 13? Est-ce que les années se ressemblent? Non, les FEMIA se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque FEMIA a sa spécificité et cette édition particulièrement montre qu'il y a plus d'engouement parce que le thème choisi s'adresse à la jeunesse. Donc, au vu de la mobilisation qu'il y a autour de cette édition, j'ai envie de dire qu'elle tire une particularité et c'est tout à notre honneur. Voilà. Et vous nous en direz davantage justement sur cette particularité, notamment les innovations, les retombées de ce FEMIA 14 aux couleurs de la rumba congolaise, je l'ai annoncé tantôt. On va se retrouver tout à l'heure dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. On va voir ensemble en image ce départ du président de la République, Alassane Ouattara, qui a quitté Abidjan aujourd'hui même, samedi 14 mai, pour la France, où il prendra part les 16 et 17 mai prochains à la 6e édition du Forum des marchés émergents. Ce forum, initié par l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, M. Michel Candessus, vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expériences, le débat politique et l'engagement du secteur privé pour atteindre l'objectif commun d'une croissance et d'un développement durable. À cette occasion, le chef de l'État fera une intervention sur l'impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines. Et ici, en Côte d'Ivoire, vous le savez, nous sommes en deuil. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier, a été inhumé hier à Séguéla. L'inhumation a été faite à la suite d'obsèques et d'un moment de prière à la mosquée. Le président de la République, Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions ont fait le déplacement pour cet ultime adieu. Konaté Moussa. 11h ce vendredi 13 mai. À la mosquée principale de Séguéla, on se bouscule pour avoir accès, lieu où se tiendra la dernière prière pour le défunt président de l'Assemblée nationale. 12h30, l'arrivée de la dépouille d'Amadou Soumaoro. Il est 13h, le président de la République Alassane Ouattara fait son entrée dans la mosquée. Après le serment de l'imam Abaka Bakayoko, suivi de la prière du vendredi, place maintenant à la prière mortuaire.
Après cette étape, c'est le départ pour le lieu de repos éternel. C'est ici, dans la cour familiale, que Amadou Soumaoro va reposer à jamais. Comme il fallait s'y attendre, la dépouille est bloquée à l'entrée par les alliés sénoufos. Après des échanges, la voie est dégagée. Dans l'enceinte du domicile, Amadou Soumaoro reçoit les derniers honneurs militaires. C'est donc l'heure de l'ultime séparation. Amadou Soumaoro va reposer auprès de son père Loseni Soumaoro. Et sous le regard de son mentor, le chef de l'État Alassane Ouattara. Adieu, grand serviteur de l'État. Adieu, Tchomba. Voilà, adieu au président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, qu'on appelait affectueusement Tchomba, comme vous l'avez entendu dans ce reportage signé Konaté Moussa. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, en partenariat avec le système des Nations Unies, a initié une rencontre de partage d'expériences, de recueil de contributions et de leçons apprises sur la cohésion sociale dans notre pays. L'objectif est de faire des propositions à la fin et améliorer la nouvelle stratégie nationale de réconciliation et de cohésion sociale, nous rapporte Ralil Diomandé, Didier Nguessan. Renforcer l'architecture de paix et la cohésion pour accélérer le développement de la Côte d'Ivoire, une mission à laquelle les différents experts réunis entendent apporter leur contribution. Ce partage d'expériences, présidé par le médiateur de la République, est initié conjointement par le ministère de la Réconciliation et le système des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies s'est mobilisée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour renforcer la cohésion sociale, la paix et la sécurité. Aujourd'hui est le lieu vraiment de faire un bilan en mettant en évidence la consolidation des acquis et la capitalisation des bonnes pratiques. L'intérêt de cet exercice réside dans le fait qu'il nous permettra d'adresser au mieux les défis résiduels à venir. Je salue donc l'initiative de cet atelier. J'invite l'ensemble des participants à des échanges constructifs et fructueux afin que nos institutions respectives en tirent le meilleur profit pour l'édification d'une nation ivoirienne plus prospère et plus forte. Le ministre de la Réconciliation, Bertin Diokonan, s'est félicité de la mise en place de cadre de réflexion. La paix a besoin d'être sédimentée dans le corps social, d'être consolidée pour qu'elle parvienne aux générations futures. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale attend beaucoup de cette rencontre. À l'issue de cet atelier, un document synthétique comportant des recommandations sur les meilleures pratiques en termes de réconciliation et de cohésion sociale sera élaboré au bénéfice de la stratégie nationale de réconciliation et de cohésion nationale 2021-2025. Et en marge de toutes ces activités se tient la COP15, la 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse dans notre pays. « 60% des terres ivoiriennes sont dégradées selon des experts du domaine. Pour apporter des solutions durables au programme de restauration des sols, une signature d'un mémorandum d'entente entre la Côte d'Ivoire et une agence française de notation pour la gestion des sols a eu lieu hier sur le site de la COP15 dans la commune de Cocody. Grâce Kando. Le gouvernement ivoirien et l'Agence française de notation d'impact environnemental décident de faire chemin ensemble. Les deux entités signent un mémorandum d'entente sur la certification des projets destinés à la restauration des sols. Les enjeux sont considérables. Nous, on sera extrêmement heureux d'accompagner, de construire avec vous. Donc, merci infiniment de votre confiance. Et j'espère que dans quelques mois, on va pouvoir vous montrer déjà certains résultats et de pouvoir accompagner le développement de la Côte d'Ivoire en pionnier
dans la transparence dans ce domaine. En initiant ce programme de restauration des sols, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans un processus devant aboutir à une augmentation significative de ses cultures agricoles. Pour atteindre cet objectif, notre pays doit se doter d'une politique inclusive et évolutive dont les impacts réels pourront être mesurés grâce à la définition d'indicateurs rigoureux et pertinents. Ces indicateurs serviront à former les partenaires au développement. Ils permettront aussi aux experts nationaux et internationaux associés à la mise en œuvre de ce programme de procéder à un suivi de l'état de nos sols et à un suivi de l'évolution de l'indice de productivité de nos différentes cultures. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ce mémorandum constitue un point de départ pour un partenariat futur qui permettra à la Côte d'Ivoire de relever le défi de la mise en œuvre de l'initiative d'Abidjan. Et à cette COP15, la ministre Nassénéba Touré plaide la cause des femmes. Elle a co-présidé avec le représentant du Canada un panel hier vendredi. Et cette activité de la deuxième édition du caucus des femmes à la faveur de la conférence des partis sur la désertification et la sécheresse a été une opportunité pour la ministre ivoirienne de la femme, de la famille et de l'enfant, ainsi que pour les institutions et tous les participants d'exposer des arguments en faveur des femmes. Walter Amadou Ouattara. Cet autre panel de la COP15 à Abidjan est une occasion donnée aux femmes de s'exprimer sur les effets des bouleversements climatiques, également sur leurs conditions de vie à travers ces différentes sessions du caucus sur le genre. L'une des participantes venue de la Guinée fait des propositions. Faire en sorte que les langues soient vulgarisées dans nos langues locales, faire en sorte que les langues locales soient incluses dans les plans d'action et faire de telle sorte que ces femmes traditionnelles, ces femmes rurales, ces femmes de nos marchés, ne les négligeons pas, ce sont elles qui sont pourvoyeuses de solutions. À ses côtés, Hong Won-Yu, chef de la délégation du Canada, co-président de cette rencontre, ainsi que Andrea Meza, secrétaire exécutif adjointe de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, sans oublier l'orateur principal Bob Rae, ambassadeur et représentant permanent du Canada aux Nations Unies. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est réjouie encore une fois de la tenue de cette importante conférence mondiale ici à Abidjan. La sécurité alimentaire dans notre pays dépend à plus de 65-70% des femmes. Imaginez qu'elles aient accès aux terres, que les lois les soutiennent. Et ces lois-là existent déjà, mais il faut les vulgariser, aller à la base, aller vers le peuple en milieu rural dans les campements et essayer d'informer ces femmes et aligner tout ça, bien entendu, avec notre coutume et nos cultures. À la fin de ces échanges, la ministre Nassénéba Touré a reçu un lot de matériel agricole composé d'équipements pour système goutte à goutte. C'est un don de l'Israël afin d'aider les femmes du milieu rural à produire davantage et en toute saison. On a noté que la COP15 se poursuit à Abidjan jusqu'au 20 mai prochain. Et en plus de la cause des femmes du milieu rural évoquée en cette COP15, on évoque aussi la restauration des mangroves. Le reportage de Patricio Moitia. Marchou est un village situé à Bingerville, au bord de la lagune Ébrié. Le nom de ce village rime avec maladie de la lèpre. Quelques années après l'éradication de cette maladie, la communauté de ce village montre un autre visage plus gai et plus joyeux. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Les populations ont reçu la visite du président directeur général du Fonds pour l'environnement mondial dans le cadre du projet de restauration de la mangrove. La plantation s'étend sur 4 hectares et s'est déroulée sous l'encadrement technique de l'ONG SOS Forêt. La disparition de la mangrove a entraîné la rareté de poissons dans l'eau. Parce qu'on ne sait pas, mais tous les poissons, que ce soit poisson en mer, ou bien lagunaire, ou bien lacus, à une période donnée de son développement, transitent par la mangrove.
Pour certaines espèces, c'est obligatoire. Cette visite du président directeur général du Fonds pour l'environnement mondial intervient dans le cadre de la COP 15 sur la désertification. Selon le PDG, la restauration des mangroves permet de soutenir non seulement la nature, mais aussi les économies. On estime qu'un hectare de mangrove a une valeur située entre 22 et 35 milliards de francs CFA. La restauration des terres qui permet de surmonter leur dégradation nous fournit à terme le moyen de continuer à avoir des activités productives sur ces terres. Ça s'applique à la mangrove, mais ça s'applique aussi aux terres en général. La conférence COP15 qui a lieu à Abidjan en ce moment travaille exactement sur ce sujet. Et ce projet, de longue date, a été un investissement entre le GEF et le village pour arriver exactement au même résultat. Dans le village Marchou, la mangrove restaurée constitue une barrière qui préserve le village contre les inondations et les vents violents. Pour la restauration des écosystèmes qui vise à prévenir, arrêter et inverser la dégradation, les mangroves ont un rôle clé à jouer. Dans la marge de la COP 15, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a procédé à la remise officielle d'un important lot de matériel à plusieurs mairies, des équipements qui devraient permettre de renforcer les capacités opérationnelles des bénéficiaires. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Ivukossi, dans la commune du Plateau. Michel Mambo pour le reportage. Des motos, du matériel informatique, des lampes solaires et des produits contraceptifs remis par le président de l'Uvicossi pour l'Inclode d'en haut à plusieurs mairies d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Du matériel qui devrait accroître leur capacité opérationnelle sur le terrain. C'est l'occasion pour nous de transmettre notre gratitude au PNUD et à tous les partenaires financiers qui agissent à travers nous pour le bien-être de nos populations. Nous avons remis donc ce matériel à l'ensemble de nos collègues, notamment de nombreuses collectivités de l'intérieur du pays, qui pourront donc ainsi assurer la mobilité de leurs agents, renforcer leur capacité d'intervention sur le terrain et surtout pourront être à proximité de nos populations pour lutter contre les maladies vectorielles, mais surtout, dans ce cas de figure avec TCI, lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Valeur totale, plus de 70 millions de francs CFA, un véritable soulagement pour les bénéficiaires. Nous sommes très heureux. C'est la première fois que nous voyons accueillir une moto. Ça va permettre aux agents municipaux de pouvoir se déplacer. Marcory, Koumassi, Port-Boué, Tioro, Mans, Boaké, Dikodougou, une cinquantaine de bénéficiaires pour cette première vague. L'opération, rassure le président de l'Uvicossi, va s'étendre à toutes les collectivités locales. Et on reste toujours dans les mairies pour parler des activités. Le premier adjoint au maire de Yopougon, Issoufou Koulibaly, a procédé à l'investiture de la présidente de l'association Guigui Sémé de Yopougon, Niangon. Il a invité la leader de cette association à préserver la cohésion entre les femmes. Ralil Diomandé, Issa Tchonayo. Les femmes issues des différentes associations de la fédération Guigui Sémé de Yopougon Niangon, massivement mobilisées pour l'investiture de leur présidente, Skeïta Sandia. Et c'est le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon, Issoufou Koulibaly, qui procède à son installation officielle. Nous avons créé cette fédération pour participer au développement de la commune de Yopougon. Nous allons faire des projets pour pouvoir aider les femmes à s'autosuffire. Issoufou Koulibaly s'est réjoui de l'entente qui règne au sein des associations et a réitéré la volonté de la municipalité à les accompagner dans leurs différentes initiatives. Le ministre d'État Kafana a toujours prôné le renforcement de la cohésion, la solidarité, la fraternité pour que Yopougon puisse baigner dans un climat de paix et pour que son développement puisse se faire sans heurts. Ces femmes-là l'ont compris, elles ont beaucoup de projets, nous avons commencé à les aider déjà, nous avons les résultats des premiers projets, donc il est important qu'on puisse continuer de les aider pour que chacun puisse sentir le développement fait au niveau de la commune de Yopougon. Après l'étape de Niangon, l'adjoint au maire s'est rendu à la place CP1 de Yopougon. Ici, un hommage est rendu au maire de la commune. Outre l'aspect festif, Issoufou Koulibaly a saisi l'occasion pour adresser un message aux jeunes. Ces jeunes ont décidé aujourd'hui de faire une journée de reconnaissance à l'endroit du conseil municipal, à l'endroit du ministre d'État Kafana. Donc nous sommes donc venus au nom du ministre d'État marquer notre présence, notre adhésion à cette journée de reconnaissance et encourager les jeunes
à renforcer la cohésion entre eux, à faire en sorte que dans la commune de Yopougon, partout il y ait la paix et la sécurité. Nous allons également aussi dire que c'est des jeunes, il faut que dès maintenant ils puissent comprendre qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, que c'est à force de travail qu'on peut réussir. La prochaine semaine, les jeunes de la commune seront reçus par les agents de la mairie de Yopougon pour passer en revue leurs différents projets en vue de leur financement. On passe à présent au point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire dominée par le coronavirus. Ce samedi 14 mai, notre pays enregistre 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 540 échantillons prélevés, soit 0,5% de cas positifs. Une nouvelle guérison et 0 décès. À la date du 14 mai 2022, la Côte d'Ivoire compte 81 992 cas confirmés, dont 81 169 personnes guéries, 799 décès au total et 15 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Nous partons maintenant pour la France, escale précisément à la ville de Lourdes qui abrite depuis hier l'ouverture du pèlerinage militaire international. Ce rassemblement des militaires catholiques à l'honneur de Marie et de Sainte Bernadette Soubirous a mobilisé plus de 40 armées nationales du monde. La Côte d'Ivoire est le seul pays d'Afrique de l'Ouest à être présente, nous rapportent Jean Magagui et Herman Niamien. Ce sont plus de 15 000 militaires issus de 40 nations qui prennent d'assaut en début de soirée la basilique Saint-Pie X de Lourdes. Stratégie militaire oblige, ces armées veulent gagner la guerre avant la guerre. Elles resserrent les rangs pour des manœuvres pas comme les autres, celles de la fraternité, de la foi en Dieu par la Vierge Marie. Nous sommes à l'ouverture de la 62e édition du pèlerinage militaire international de Lourdes. La Côte d'Ivoire, seul pays d'Afrique de l'Ouest, a tenu à observer ce rite. C'est au nom de l'aumônier en chef du culte catholique que les pèlerins sont invités à être des sentinelles de paix, selon Saint Jean-Paul II. Il n'y a pas de paix possible dans le monde si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes. C'est un pèlerinage pour éviter le Christ nous dire « Je vous donne la paix ». Le cierge du pèlerinage militaire restera allumé pour 3 jours de prière, d'évangélisation et de célébration en l'honneur de l'Immaculée Conception. Et loin de la France, ici en Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa restructuration, une mission du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP conduite par Mamadou Edeli, membre du directoire, était dans la Bagoué. Et cette mission a consisté à informer les militants du RHDP de cette circonscription de Bondiali sur les nouvelles orientations du parti. Le reportage d'Ami Sissoko. Le RHDP affûte ses armes pour les futures échéances électorales. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a entamé une tournée en vue de réorganiser et redynamiser ses structures de base. À Bondiali, dans la Bagoué, une délégation du directoire du parti au pouvoir, conduite par Mamadou Deli, rencontre responsables locaux et militants de la région pour leur expliquer les enjeux de cette restructuration. Surtout, les informer des nouvelles orientations du parti, des différents découpages politiques et faire le point de l'identification. Nous sommes venus évaluer le travail qui est fait par nos responsables de base afin d'affiner nos statistiques et afin de préparer mieux les échéances électorales de 2023 et de 2025. Au cours de cette mission d'évaluation et de vérification des fichiers des structures locales du RHDP, la députée maire de Bondiali, Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et membre du directoire du RHDP, a rassuré la délégation du soutien indéfectible de la région de la Bagoué au chef de l'État, Alassane Ouattara. Le militant RHDP, c'est celui qui cotise pour son parti. Le militant RHDP, c'est celui qui a la carte du parti. Beaucoup disent je suis RHDP, je suis RHDP. Mais où est la preuve? La preuve, c'est la carte. La preuve, c'est dans le travail. Et ils sont venus pour nous contrôler. Nous attendons 2025 avec impatience pour continuer le bon travail que le RHDP a commencé. Parce que ici à Bondiali, dans notre département, nous sommes reconnaissants. Nous avons eu le goudron, nous avons eu l'électricité, nous avons eu le courant.
Après l'étape de Boundiali, la délégation conduite par Mamadou Deli se rendra dans les départements de Kouto et Tengrela pour continuer sa mission d'évaluation et de vérification des fichiers des structures locales du RHDP. Il faut insuffler une nouvelle dynamique au Conseil de l'Entente et en faire un véritable instrument d'intégration des populations issues des États membres. Telle est l'ambition de Marcel Amontano. Eh bien, pour y arriver, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente continue sa tournée auprès des chefs d'État des 5 pays membres de l'organisation. Après les présidents de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Burkina Faso et du Niger, Marcel Amontano a eu une séance de travail avec le président béninois Patrice Talon. Les 2 personnalités, vous allez le voir, ont abordé les enjeux liés à la redynamisation du Conseil de l'Entente. Michel Digré. Marcel Amontano au cabinet du chef de l'État béninois, c'est la toute première visite officielle qu'effectue au Bénin le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente depuis son installation le 4 janvier dernier. Je lui ai parlé de la vision que nous voulions mettre en œuvre, des réformes que nous avons commencé à initier pour faire en sorte que le Conseil de l'Entente redevienne une organisation viable. Vous savez, le Conseil de l'Entente, c'est 5 États sur 8 de l'UEMOA. C'est 1/3 de la CEDEAO. Une concertation permanente des chefs d'État donnerait au Conseil de l'Entente une force et une vigueur, et il nous a assuré de tout son soutien dans la mise en œuvre de ces réformes. Cette audience au Palais de la Marina a également permis à Marcel Amontano d'admirer les trésors royaux du Dahomey restitués au Bénin. Donc ça a été un privilège de voir ces œuvres. C'est le leadership du président Patrice Talon, c'est sûr, qui a permis cette restitution. Et en tant que secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, j'ai plaidé auprès du président une mutualisation des efforts des pays avec l'expertise du Bénin pour faire en sorte que les autres pays du Conseil de l'Entente obtiennent le même résultat que le Bénin. Vous savez, le Bénin a une réputation artistique qui est connue sur le continent et dans le monde. Je suis fier de l'Afrique. On sent qu'à travers l'art, l'Afrique renaît. Et je crois qu'il n'y a pas plus grand trésor artistique dans le monde que sur notre continent. Et notez que Mohamed Ben Zayed a été élu à l'unanimité par les membres du Conseil suprême de la Fédération des Émirats qui regroupe 7 Émirats, dont ceux d'Abu Dhabi et de Dubaï. Déjà considéré comme le dirigeant de facto des Émirats arabes unis, il succède à son demi-frère Khalifa Ben Zayed, décédé ce vendredi 13 mai. Notez que Mohamed Ben Zayed, âgé de 61 ans, a remercié les chefs du Conseil suprême fédéral pour leur confiance. Et nous sommes samedi, vous l'avez compris, c'est l'instant culture. Cette page culture s'ouvre avec la présentation officielle de l'ouvrage du journaliste Moussa Traoré dit MT, ouvrage intitulé Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote d'Houphouët-Boigny. On en sait plus avec nos reporters Evelyne Yoboué et Patricia Omouetia. Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC. Oumou Coulibaly, l'épouse du pilote de feu le président Félix Houphouët-Boigny, est présente au nom de son époux à la cérémonie de présentation de l'ouvrage éponyme Le parcours exceptionnel du pilote d'Houphouët-Boigny. 200 pages pour relater les relations exceptionnelles avec feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. On y retrouve également, entre autres, la biographie du général Abdoulaye Coulibaly, pilote du président Houphouët-Boigny. L'auteur Moussa Traoré veut ainsi faire partager cette expérience privilégiée. Nous avons des dévanciers, des personnalités qui savent énormément de choses. Malheureusement, on les laisse partir avec ce qu'ils savent. Faire une autobiographie, c'est important pour la génération de maintenant et la génération à venir. Il faut célébrer les grands hommes, les valeurs des grands hommes de ce pays, de leur vivant. Il ne faut pas attendre qu'ils partent avant de les célébrer. Le général Coulibaly a marqué le pays, a marqué son époque. Premier pilote africain de ce quoi ivoirien. Il méritait d'être célébré.
Une occasion de sensibiliser la jeunesse ivoirienne à s'imprégner de ce parcours. Ce qu'on retient, c'est que le parcours du général Koulibaly, que je retrace ici, est un parcours qui doit inspirer les jeunes militaires, qui doit inspirer l'aviation même, parce qu'il faut savoir que le général Koulibaly est le père de l'aviation ivoirienne. C'est lui qui a créé la compagnie Air Ivoire. Et récemment, il vient de créer Air Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'un homme comme ça, pendant qu'il est encore vivant, il est bon de retracer son parcours afin que cela puisse inspirer les jeunes. Je suis contente qu'il y ait eu un journaliste qui a côtoyé le général Koulibaly au quotidien, qui veut permettre aux générations actuelles, aux générations futures, de découvrir un soldat. L'œuvre Aboulaye Koulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Doufoué-Boigny, est le deuxième ouvrage de Traoré Moussa, journaliste et président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, de 2012 à 2019. Et belle transition pour parler d'un autre parcours aussi inspirant. C'est le parcours de Magic System, mais qui organise le FEMIA, le festival. Oui, pas au niveau, mais un parcours aussi inspirant. On en arrive donc à notre entretien avec vous à Salfo. Nous sommes en compagnie donc du commissaire général que vous êtes, commissaire général du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, commissaire donc du FEMIA. Je vous retrouve avec plaisir. Alors, cette année, le FEMIA se tient à cheval entre Abidjan et San Pedro. Comment arrivez-vous à mener les activités? Simultanément, successivement? Écoutez, on les mène simultanément, mais bon, avec 14 ans d'expérience, on a eu le temps quand même de former pas mal de jeunes. Donc, grâce à cela, nous avons 2 équipes pour gérer les festivités et dans la ville décentralisée et à Abidjan. Donc, nous avons une équipe déjà sur San Pedro qui gère le volet scientifique, sportif et le volet culturel à San Pedro. D'accord. Voilà. Alors, le FEMIA décentralisé, c'est la 4e expérience que vous comptez. Exactement. Dites-nous à quoi cela répond. Écoutez, on a compris que le FEMIA avait un impact économique, avait un impact très positif sur les populations. Et on s'est dit qu'Abidjan avait peut-être la chance que d'autres villes de la Côte d'Ivoire n'avaient pas. Donc il fallait décentraliser le festival pour permettre à ces villes-là aussi de bénéficier des retombées économiques du FEMIA. Parce que quand le FEMIA arrive dans une ville, c'est tout un écosystème économique. C'est toute une économie qui se développe autour du festival à travers les restaurants, les chauffeurs de taxi, à travers, en tout cas, toutes les activités commerciales autour bougent. Et c'est tant mieux si on peut le faire une fois par an dans une ville de la Côte d'Ivoire. Donc, on va rentrer dans cette édition 2022 de plein pied. Oui. Voilà. Et ce FEMIA est aux couleurs de la rumba congolaise. Exact. Puisque la RDC est le pays invité d'honneur, la RDC de Papa Wemba. On va en parler. On va regarder ce reportage de Serge Pacom Didi et Franco Adio. Et puis, on en reparle. Les couleurs du drapeau congolais, le pays à l'honneur, flottent sur la scène de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Des pas de danse endiablés, d'un dombolo, saupoudré de rumba, servis savamment par Félix Ouazekwa, l'une des figures de proue de la musique congolaise, et Viva la Musica, l'orchestre de feu Papa Wemba, légende de la musique congolaise. Inscrite en 2021 au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO, la rumba congolaise est née en 1930 sur les rives du fleuve Congo, ce après l'arrivée en Afrique de la rumba cubaine. La rumba se caractérise par un mode de vie et des codes vestimentaires bien sentis, d'où le concept de la sapologie qui accompagne ce rythme musical. Occasion pour ces amoureux de rumba de faire montre de leur savoir-faire au niveau de la sape. Dans la sape, il y a plusieurs tendances. Vous avez le classicisme, le dandisme, et maintenant il y a le fashion. Moment fort, l'hommage rendu à Papa Wemba, l'un des précurseurs de la musique rumba, décédé le 24 avril 2016 sur la scène du FEMIA, avec l'orchestre Viva la Musica qui
qui pérennise l'œuvre de l'artiste défunt. Il disait tout le temps, et que vive la musique de génération en génération. Donc après 6 ans, on est là, on reste fort et on continue avec Vive la musique. Le Congo, invité d'honneur à ce FEMUA 14, il fallait s'y attendre. Le chant, la danse et l'élégance ont rythmé allègrement toute la soirée. Voilà un menu très dense et fascinant aussi. Alors dites-nous, quel sens donnez-vous à cette invitation spéciale? Je rappelle la RDC de Papa Wemba décédé sur la scène, l'artiste donc est décédé sur la scène du FEMUA, comme l'a dit Franck Quadio. Quel sens donnez-vous à cette invitation spéciale de son pays? Ben, écoutez, c'était déjà pour lui rendre hommage. Papa Wemba est tombé sur la scène du FEMUA et on s'est tout de suite dit en invitant le Congo, c'est un hommage que nous lui rendons, mais un double hommage aussi parce que la rumba est rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO cette année. Et rendre hommage à Papa Wemba et à la musique qu'il a su promouvoir de son vivant, c'était quelque chose de primordial pour nous. Et je crois que l'objectif aussi était de permettre à ce grand pays qu'est le Congo, un grand pays de la musique, de venir nous exposer, en plus d'une dombolo que nous connaissons, ses richesses culturelles, artisanales et touristiques. Et c'est ce qui est en train d'être fait à l'INJS depuis le 10 mai dernier. D'accord. Et justement, les deux cultures ivoiriennes et congolaises arrivent bien à jumeler? Ben oui, c'est le but d'inviter un pays à chaque édition, c'est de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et ce pays et permettre aussi aux Ivoiriens de découvrir d'autres cultures, parce qu'on dit que plus on découvre des cultures, plus on s'enrichit, parce que c'est d'autres choses que nous découvrons qui apportent un plus à notre savoir. D'accord. Voilà. Alors le FEMUA dont nous parlons, ce FEMUA 14 a démarré le 10 mai dernier. Voyons, nous allons voir le résumé quand fait notre reporter Issa Yeo. On va regarder et puis on en reparle encore. Okay. 22, le FEMUA 14, Festival des musiques urbaines dans le Mambo, a ouvert ses portes dans le village du même nom, à Malkouri. Au cœur de la 14e édition de cette grande messe musicale, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. À travers cette thématique, Assalfo et les autres membres du groupe Magic System touchent de près la question de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Tour à tour, les panélistes, dont le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, ont exhorté les jeunes à être curieux et entreprenants. Autre temps fort de ce FEMUA 14, c'est la présence de la RDC, République démocratique du Congo, en qualité de pays invité d'honneur. Occasion pour les autorités et mélomanes ivoiriens de savourer la rumba devenue patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Après un rendez-vous manqué, jeudi, à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, pour cause de pluie, le public a pu suivre, hier vendredi, le démarrage des concerts. Le FEMUA 14 prend fin ce dimanche 15 mai 2022 à San Pedro. Voilà, lors de ce FEMUA, vous avez eu des panels, des conférences, des rencontres au B2B pour parler entrepreneuriat, employabilité. Alors dites-nous au-delà des activités théoriques, quelles peuvent être les retombées pour les jeunes qui y ont pris part? Mais déjà, dans un premier temps, c'est offrir une tribune d'opportunité à ces jeunes. Nous avons la chance d'avoir de grosses entreprises qui nous accompagnent. Nous avons des chefs d'entreprise qui viennent au FEMUA. Et nous avons la chance d'avoir aussi des autorités comme le ministre de l'Emploi ou le ministre de la Jeunesse qui vient s'adresser aux jeunes. Venir à l'INJS aujourd'hui, venir au FEMUA, c'est avoir des B2B, des tête-à-tête avec des entrepreneurs, pouvoir exposer ces initiatives et surtout débattre autour des problématiques parce qu'on sait tous que l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes est d'actualité. Et donc, à travers ce FEMUA, nous avons pu offrir des stages à travers des partenaires à des jeunes, des stages qui aboutiront sûrement sur l'emploi. Et comment est-ce que ça aboutira sur l'emploi? Expliquez-nous.
Parce que ces stages-là, c'est des entreprises, je ne vais pas citer de noms d'entreprises, voilà, qui permet à ces jeunes qui sont en quête d'emploi ou qui sortent de l'université avec leur diplôme, qui ont envie de rentrer dans ce monde actif, de pouvoir mener à bien un stage. Et vous savez très bien que généralement, quand on a un stage, il y a 80% de chances que cela aboutisse à un emploi direct. Donc c'est ce que nous avons demandé en tout cas aux entreprises qui emploient et qui prennent ces jeunes en stage, de pouvoir au moins permettre à plus de 70 ou 80% d'avoir accès à l'emploi. Et ça, c'est déjà un résultat positif. Mais au-delà de ça, c'est tout ce que les jeunes vont acquérir parce que c'est un partage d'expériences. Des gens vont venir partager des expériences avec eux. Des gens viendront parler avec eux. Comment est-ce qu'on s'y crée, prend. par exemple, une entreprise. Voilà, comment est-ce qu'on crée une entreprise, comment est-ce qu'on s'y prend. Et puis le gouvernement ivoirien, à travers l'agence emploi jeunes, a ouvert un guichet pour permettre à ces jeunes-là de s'enregistrer et de pouvoir être proposés sur le marché de l'emploi. Donc, vous comprenez qu'au bout de ces 6 jours, la mobilisation qu'il y a eu à l'INGS a démontré que cette jeunesse avait vraiment envie de montrer qu'elle veut se mettre à la tâche. Donc, on retient, au-delà de la théorie, il y aura des stages qui pourraient déboucher sur l'emploi. Et des formations aussi. Et des formations. Alors, voilà. Vous êtes aussi entrepreneur, puisque vous avez réussi à mettre sur pied Gaou Production. Oui. Unipersonnel ou au nom du groupe? Non, c'est une société unipersonnelle. Mais moi, tout ce qui est lié à Salfo est lié automatiquement à Magic System. Donc au Gaou Magic System. Juridiquement, Gaou Production est unipersonnelle. Voilà. Et c'est une entreprise culturelle. Oui. Est-ce que vous avez partagé pendant ce FEMIA-là votre expérience d'entrepreneur à ces jeunes? Ah ouais, c'était le but. Parce que les jeunes connaissent l'histoire de Magic System. Mais il faut venir leur dire qu'on n'est pas tombé du ciel comme ça pour avoir du succès. On n'est pas tombé du ciel pour que Gaou Production soit à ce niveau aujourd'hui. Il y a eu des étapes et pour affranchir ces étapes-là, nous sommes armés de beaucoup de valeurs de persévérance, des valeurs de détermination. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, dès que ça chauffe un peu, on baisse les bras. Dès que ça ne va pas, on laisse tomber. Non, nous avons envie de leur dire que les obstacles aussi font partie de procédures pour pouvoir mettre en place une bonne entreprise. Quand on regarde les Gaou magiciens à Salfo, franchement, vous ne tendez pas la main aujourd'hui. Ah, c'est ce que vous croyez? Oui, c'est ce que nous, on voit. Rien ne se fait facile. On dit ce qu'on voit. Ben oui. Vous vivez bien de votre art. Donc on se demande à quoi ça sert encore la création d'une entreprise. Alors, ces jeunes qui vous regardent aimeraient comprendre, est-ce que vous êtes insatiable? Non, on ne crée pas l'entreprise parce que forcément on est à la recherche de quelqu'un confort. C'est vrai qu'on travaille pour avoir du confort. Mais en créant ces entreprises culturelles, c'est parce que nous sommes allés hors de la Côte d'Ivoire avec notre musique. Nous avons parcouru le monde. Nous avons acquis de l'expérience et on a jugé important de revenir, mettre cette expérience-là au profit des jeunes ici. En créant ces entreprises, à Gaou Production par exemple et la Fondation Magic System, nous permettons à plus de 25 jeunes d'avoir quand même quelque chose à chaque fin du mois, d'avoir des salaires et qui leur permet de prendre en compte leur famille. Et c'est ce que nous voulions. Donc c'est l'impact que nos entreprises peuvent avoir sur les populations qui est le plus important. Voilà. D'accord. Le volet social a aussi toute sa place au FEMIA. Vous ouvrez au moins une école à chaque édition. Oui. Et cette année, vous avez offert 3 écoles. Exactement. Donc, ce projet de scolarisation vous tient à cœur vraiment au groupe Magic System, qui a aussi les moyens de sa politique. Ben oui, parce que grâce à nos partenaires, nous arrivons à construire nos écoles depuis quelques années. Nous allons construire 3 écoles à Port-Boué, à Odjene qui va être inaugurée et aussi à Tanda, grâce à certains partenaires. Et aujourd'hui, on a compris que l'éducation fait partie des indices de développement d'un pays. L'éducation est la base même du développement d'un pays. Nous avons voulu investir parce que nous sommes partis des quartiers pauvres et on a compris que les infrastructures scolaires étaient un peu défaillantes par rapport à la démographie. Pas défaillantes, mais il y avait un manque d'infrastructures par rapport au nombre d'élèves que nous pouvions scolariser dans nos différentes villes ou surtout à Noumambo.
De toute façon, la scolarisation est obligatoire dans Voilà. le pays. C'est obligatoire. C'est pourquoi il faut aider l'État à avoir les infrastructures pour pouvoir permettre... C'est toutes les forces qui sont invitées. À toutes, voilà. Il ne faut pas qu'on dise il faut que l'État construise, il faut que l'État construise. La société civile aussi peut apporter sa contribution. Et c'est ce que le groupe Magic System essaie de faire en ouvrant des écoles dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour permettre à des enfants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 8000 enfants qui sont passés dans les écoles Magic System. Les premières générations sont aujourd'hui à l'université en licence et c'est ce qui fait notre fierté. D'accord. Anoumambo, c'est votre quartier. Oui. Vous y tenez tant. Combien d'infrastructures avez-vous construit à Anoumambo? À Anoumambo, nous avons construit 2 écoles. Une école primaire de 6 classes qui part de la classe de CP jusqu'à la classe de CM2 et une école maternelle qui permet aux enfants de bas âge de commencer déjà l'apprentissage avant d'aller à l'école primaire. Notre rêve, c'est de donner maintenant un collège à Anoumambo pour que ce soit un circuit complet, une maternelle, une école primaire, un collège et plus tard un lycée. C'est ce que nous voulons, nous souhaitons en tout cas. C'est une question facile pour vous. Je sais qu'on vous l'a toujours posée. Ouais. Anoumambo, c'est symbolique. Dites-nous pourquoi vous y tenez tant. Vous pouviez peut-être choisir Cocody. Oui. Vous pouviez choisir Yopougon à Bobo. Ouais. Ben oui, parce même que... une ville de l'intérieur du pays. Oui, pour que nous soyons à Cocody aujourd'hui, c'est parce qu'Anoumambo nous a éduqués. Donc, nous, on a cette valeur-là de toujours partager des mains en partageant de regarder dans le rétroviseur d'où on est parti. Et Anoumambo a été une école pour nous. Aujourd'hui, on ne peut pas dire parce qu'on vit à Cocody, donc on va se comporter comme des gens de Cocody. Non, on est d'Anoumambo et je crois que cette reconnaissance, c'est Anoumambo parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même si on étend maintenant la reconnaissance à toute la Côte d'Ivoire, Anoumambo reste gravé dans notre mémoire. On n'est pas 2 fois, on est une seule fois et c'est dans un seul coin. Nous sommes nés à Anoumambo et on a eu la chance de naître à Anoumambo. Et vous gardez le cordon ombilical. C'est ça, exactement. Magic System, c'est la chanson, l'entrepreneuriat, les actes de bienfaisance, les événementiels comme le FEMIA. Autant de cordes à l'arc des gaou magiciens. Des gaou qui n'ont pourtant pas eu un parcours facile. Alors ces jeunes qui vous regardent, qu'est-ce que vous avez à leur dire? J'ai envie de dire à ces jeunes que rien n'est facile, qu'ils regardent seulement le parcours de Magic System. Quand on parle d'Anoumambo, on ne peut pas prétendre être un jour au stade où est Magic System. Mais il a fallu croire, il a fallu s'armer des valeurs, comme je le dis toujours. Il y a la persévérance en toutes choses, il y a la foi, il y a la détermination. Et il faudrait que cette jeunesse comprenne qu'on ne peut pas se leurrer de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Non, non, il faut franchir toutes les étapes. Et les plus belles victoires sont celles qu'on obtient après les difficultés. Donc la difficulté fait partie du parcours de toute personne qui veut réussir. Alors que nous réservez-vous à la finale du FEMIA demain? Demain, 14, qui aura lieu à San Pedro, vous l'avez dit. Il faut parler déjà de ce soir, ce qui est en train de se passer à l'INDS. Parce que tout à l'heure, après le JT, il y aura un direct. Voilà, juste après, il y aura un direct. On aimerait connaître quand même ce qui va se passer demain, et puis on va terminer par ce qui va se passer. Oui, demain à San Pedro, c'est un grand concert. Il faut dire qu'à San Pedro, ça a commencé déjà avec les Carrefour Jeunesse. Ce matin, il y a eu le gros cross populaire qui a réuni plus de 7000 personnes. Et demain, on débarque avec toute la San Pedro, belle ville touristique. Belle ville. D'ailleurs, c'est le côté touristique de San Pedro qu'on va promouvoir, même si on veut promouvoir aussi l'entrepreneuriat de la jeunesse agricole, parce que San Pedro abrite le premier port cacaoyer au monde. Donc, il faut aussi parler à ces jeunes-là. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de parler à ces jeunes. Demain, ça va être le grand concert. Juste après le concert d'Abidjan, nous décollons pour San Pedro et il faut qu'ils se préparent parce que ça va être chaud, chaud, chaud. Et c'est bon aussi d'annoncer les artistes, non? Ben oui, parce qu'on arrive à San Pedro, il y aura Yodé et Siro, il y aura De Bordeaux, Likofa, Rocky Gold, Suspect 95. Et cerise sur le gâteau, nous avons rajouté Youssoufa, qui sera pour la première fois sur une scène à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et c'est San Pedro qui a cette chance, il faudra venir. Mais surtout ce soir, il faut venir parce que notre parrain nous fait l'honneur de venir ce soir. Le parrain du FEMIA cette année, c'est le Premier ministre Patrick Achi. Il nous invite et il veut nous attend où?
Ben, il nous rejoint sur la scène du FEMUA ce soir parce qu'il voulait être là, il voulait vivre le FEMUA avec la jeunesse, il voulait montrer à la jeunesse aussi quelle est une priorité pour son gouvernement. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci au président de la République et au gouvernement de Côte d'Ivoire qui nous font confiance et qui chaque année nous accompagnent avec ce FEMUA pour aider les jeunes à évoluer. Donc ce soir, on va danser. Et la RTI vous accompagne? Il y aura un direct tout à l'heure, après ce JT. Restez connectés sur la RTI, il y aura un direct. Ceux qui n'ont jamais vu le Premier ministre sortir des pas de Zouglou, c'est maintenant qu'il faut rester scotché, parce qu'on va le forcer à faire du Zouglou ce soir. Et vous l'avez dit, hein, les années passent et ne se ressemblent pas au FEMIA. Voilà, merci à Salfo d'avoir été avec nous et d'avoir été notre invité de la page culture. Merci beaucoup. Rendez-vous donc tout à l'heure à la scène du FEMIA, à Anoumambo. On t'attend aussi. Oui, mais j'y serai, bien sûr. Ok, d'accord. Donc à tout à l'heure. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo fait donc son chemin depuis des années. Les Gaou magiciens, ou si vous voulez bien, le groupe ivoirien Magic System et ses partenaires font vivre la culture. Et le FEMIA continue d'étendre ses ailes et personne ne peut s'en passer. On attend déjà le FEMIA 15. Et c'est ça, FEMIA 15 l'année prochaine. L'année prochaine. Et c'est bon pour la culture, pour notre culture qui garde son sourire, tout comme vous gardez le sourire. À demain 20h. Il n'aura pas de 23h, je l'ai déjà dit. Rendez-vous donc demain, mais tout à l'heure après ce JT, suivez le direct. Très belle soirée.